C'est une situation, je pense, qu'ont déjà vécu beaucoup de coachs. On est face à un client en coaching, on a envie de l'aider, mais on a du mal à entrer dans la séance. On sent peut-être qu'il nous dit pas tout, ou alors on sent qu'il est bloqué, qu'il n'arrive pas à nous dire tout ce qu'il devrait nous dire pour pouvoir vraiment l'aider. Aujourd'hui, le sujet, c'est comment est-ce qu'on peut un petit peu détecter ce que ne nous disent pas les clients en coaching, au-delà des mots qu'ils utilisent, mais avec la manière dont ils vont s'exprimer, etc., obtenir en fait, beaucoup d'informations sur leur fonctionnement pour pouvoir les aider au mieux. C'est quelque chose, toi, Mehmet, je sais que tu l'utilises beaucoup en séance, puisque tu as fait des milliers de séances au cours des 9 dernières années. Voilà, révèle-nous tous tes secrets. Est-ce que c'est un sujet qui te parle? Tous mes secrets, ça va être compliqué. Et je vais en donner une partie qui peut aider vraiment tout le monde, ceux qui écoutent la chaîne Parole de Coach. Et dans cette idée, si tu veux, c'est plus comment, durant une séance, on peut rester connecté à soi, mais aussi connecté à l'autre. Et un des trucs que moi j'aime bien utiliser, c'est toute la lecture non verbale et qui a un aspect très énergétique, puisque vu de l'extérieur, on pourrait vraiment voir cet aspect très l'énergie de la personne dans son ensemble en fait quand tu vois la posture de la personne, la manière dont elle parle, son débit de parole, le volume, l'articulation, l'intonation, ses mimiques au niveau des yeux, parce que moi je regarde beaucoup les yeux et les yeux pour moi donnent beaucoup d'informations en tout cas sur les émotions ressenties. Et en fait tout ça apporte vraiment une lecture fine qui permet, si on a l'acuité sensorielle et visuelle, de détecter ça à des niveaux plus subtils chez la personne. On peut aller perturber la personne, la faire sortir de ses mécanismes habituels de réponse pour aller chercher justement derrière l'histoire qu'elle se raconte. Et un des, on va dire, un des outils que j'utilise le plus dans le non-verbal, puisque là on parle vraiment de choses factuelles, je m'appuie beaucoup sur la PNL qui utilise ce genre d'informations. En PNL par exemple, on ne fait pas d'interprétation. C'est-à-dire qu'on va aller regarder en fait factuellement ce que le corps émet comme signal. Et si par exemple la personne croise les bras, on va dire bah tiens, je viens de te poser une question et tu as croisé les bras, qu'est-ce que ça veut dire pour toi? Et ça, c'est ce qu'on appelle la calibration non verbale. Et l'idée, si tu veux, c'est qu'on va calibrer par une question très simple, calibrer ce qu'on vient de voir et ce que ça représente dans la représentation des schémas internes de la personne. Et la personne, elle va dire, bah, je me suis croisé les bras parce que soit j'ai froid, soit j'ai senti que voilà, ça me renfermait sur moi-même. Et elle va l'expliquer. L'erreur la plus commune, surtout en PNL, puisque ça c'est un gros mythe sur la PNL, c'est que oui, on peut lire les yeux, les mouvements oculaires. Oui, effectivement, il y a des études qui ont été faites là-dessus pour voir en fait que quand on tourne les yeux à droite et à gauche, il y a un signal. Moi, je m'appuie pas trop là-dessus parce que ça peut amener en fait à confusion sur la personne elle a regardé en haut ou en bas, elle Hmm. peut réfléchir à des choses et je me suis rendu compte qu'à chaque fois que je le calibrais, c'était pas forcément toujours vrai. Donc, il vaut mieux rester sur des choses très factuelles, calibrées par des questions pour voir où en est la personne. Mais le truc, si je devais te donner une astuce, le truc sur lequel j'écoute beaucoup, c'est la voix. La personne, par exemple, qui va te dire, alors j'ai eu mon head of sales et il m'a un peu énervé. Mais voilà. Et tu sens que le un peu, c'est pas un peu. Et c'est là que je vais calibrer. Je vais dire, quand tu dis un peu, c'est en termes d'intensité de 1 à 10. 1 étant proche de 0 et 10 c'est le maximum de l'énervement qui t'a apporté. Tu places ça à quelle échelle? Et là, souvent, la réaction que j'ai, ouais, non, c'est vrai, t'as raison, il m'a grave énervé. Et là, on voit bien que la personne dit quelque chose, mais qu'en fait, il y a autre chose qui se joue derrière pour elle. Et après, on va creuser qu'est-ce qui l'a énervé, qu'est-ce que ça lui a renvoyé sur elle, quelles sont les émotions justement sous-jacentes à cette réaction et quelles sont les conséquences d'une telle réaction, puisque si il y a eu cet énervement et que le CEO n'a pas dit ce qu'il fallait à la personne en face, ça veut dire qu'elle a retenu ses coups et ça, c'est pas dans l'intérêt de l'entreprise. Puisque si la personne a fauté et que vous ne lui dites pas ce qui a merdé et ce qui a fauté, ben là, vous êtes responsable des résultats qui vont arriver derrière. Hmm. Et c'est vraiment sur ce genre de niveau subtil que je travaille parce que avec les CEO que j'accompagne aujourd'hui, ils ont besoin en fait d'une lecture ultra rapide, ultra précise en fait de ce qui se passe. Et je pourrais même dire quelque part que
coach en performance, en fait, c'est plutôt coach en performance de la communication. Parce qu'en fait, je leur réapprends à mieux communiquer déjà avec eux-mêmes, mais aussi avec leurs équipes, mais à regarder surtout, puisque là on parle vraiment de soi, à regarder ce qui se joue en soi par la structure des croyances qu'on installe en soi, la structure en fait émotionnelle qu'on se crée sur le narratif d'une histoire, puisque le head of sales n'a pas fait ce que j'ai voulu moi CEO, ah oui ça m'énerve parce que c'est moi le patron et on m'obéit pas. Et tu vois, je rends le truc un peu enfantile, mais vraiment ce qui se joue émotionnellement, c'est vraiment de cet ordre-là. Et c'est souvent ces patterns-là qu'on ne détecte pas comme ça au premier abord, qui font que la narrative qu'on a en nous se renforce, puisque c'est arrivé une fois, c'est arrivé une deuxième fois, c'est arrivé une troisième fois. Et je dis toujours, il m'a un peu énervé. Non, en fait, le principe pour libérer, et là on va parler simplement du système nerveux central qui agit en fait sur le nerf vague qu'on a. Le système nerveux, tant qu'on n'exprime pas et qu'on ne vit pas, par exemple, l'exemple que j'ai donné, c'est un exemple réel, tant qu'on ne dit pas je suis en colère, je suis énervé, on continue en fait de contracter le système nerveux. Pourquoi? Parce qu'en fait, on a un idéal et cet idéal n'est pas respecté. Je suis le CEO, on ne me respecte pas et je n'ai pas ce que je veux. Par contre, je ne peux pas le dire, ça m'agace alors que je suis énervé et les deux se mettent en confrontation. Et c'est ça qui pose problème. Parce qu'en réalité, il y a un travail qui n'a pas été exécuté, qui en est responsable, qui doit pointer ce travail qui n'a pas été fait. Et en fait, quand on revient simplement aux faits et aux responsabilités, on voit bien qu'il y a un travail qui n'a pas été effectué, sauf que derrière, on a mis tout un narratif émotionnel qui a donné une coloration et une interprétation différente qui a créé de l'énervement qui mène à l'exaspération et à la colère, puisque tout ça est nourri par la colère. Et souvent, tu sais, l'être humain, il est très basique, il a un panel de 5 à 6 émotions régulières dans la journée, colère, tristesse, joie, bonheur, etc. Et l'idée, c'est que ce panel, il change très peu dans le business. Et c'est souvent quand on est en train de refouler ça, qu'à l'intérieur, ça se contracte et le système nerveux s'emballe et qu'il y a plus de cortisol, qu'on est sous stress, etc. Donc là, c'est un exemple où tu le détectes dans la voix et dans l'intonation qui est utilisée. Tu nous parlais tout à l'heure aussi d'énergie au global. Comment ça se manifeste? Je ne sais pas, tu as une séance qui commence et vraiment dans les 30 premières secondes, tu vas peut-être sentir des choses en fait, avant même que la personne parle. Ou alors elle va dire ses premières phrases et tu vas venir sentir un peu l'énergie. Comment tu arrives à sentir ça? Comment ça se Alors passe? là-dessus, je m'appuie sur les programmes. Tu sais, quand on dit programmation neurolinguistique, la PNL, on s'intéresse beaucoup aux processus. En fait, il y a des processus internes et qui apportent des comportements externes. Et l'idée, c'est que les processus internes, un peu comme l'exemple du CEO qu'on vient de donner, le processus interne, c'est j'ai donné un ordre, l'ordre n'a pas été respecté, donc à l'intérieur de moi, ça crée ce qu'on appelle les états internes, une émotion qui, elle, va produire des comportements externes. Et en fait, l'idée, c'est comment je continue à m'appuyer sur les processus pour regarder et lire les programmes que je vois. En fait, un programme qui est, on va dire connu de tous, d'accord? Je vais t'en donner quelques-uns, comme ça tu vas comprendre. Je n'ai pas fait suffisamment de chiffre d'affaires, on va manquer d'argent. Et on crée immédiatement en fait un pattern, un processus interne de peur et de peur de manquer d'argent. Je n'ai pas fait de chiffre d'affaires, donc évidemment je vais manquer d'argent et donc je vais être plus pauvre et donc il faut que je fasse attention et donc je retiens l'argent et donc je n'investis pas, etc., etc. Tous ces processus ne sont que des narratives qu'on va se faire au fur et à mesure et qui vont amener des comportements externes qui vont être visibles à l'extérieur. Mais tant qu'on ne va pas détecter à la racine l'état interne qui provoque tout ça ou le processus par lequel on passe, et ben derrière, les comportements continuent d'aller donner de la friction et donner du stress en fait au système nerveux central. Et tant qu'on est là-dedans, la personne ne voit pas d'autres solutions et ne voit pas d'autres alternatives. Et là, les alternatives dont on parle, c'est simplement les ressources qu'il faut aller chercher et de regarder ailleurs que dans ces processus actuels pour aller chercher une ressource qui puisse être
à l'opposé de ce que la personne est en train de vivre et réaffirmer au système intérieur que nous avons les pleines ressources pour aller chercher du résultat, créer du chiffre d'affaires, etc., etc. Là-dessus, je reviens souvent, tu sais, sur la définition de c'est quoi la confiance en soi. En fait, la confiance en soi, en réalité, la vraie définition qu'on pourrait donner, c'est j'ai confiance en mes capacités à utiliser et activer les ressources qui sont en moi pour faire face à n'importe quel type de situation. Et quand on parle de confiance en soi, tu sais, façon dev perso des années 2000, là, c'est vraiment genre, oui, j'ai confiance en moi, je m'aime, je fais des affirmations et tout. C'est génial, c'est bien. Si ça peut aider, c'est cool. Mais à des niveaux où je suis moi, chez les CEO et ce que je traite, on est vraiment très loin de tout ça. Là, on parle vraiment plus de ressources immédiates sur les actions, la manière d'aborder les choses et surtout, le plus important, les faits. Les faits et rien que les faits. Parce qu'en fait, quand on est dans une dynamique de croissance, on a eu l'exemple ce matin lors d'un call qu'on a fait en groupe. On a une personne, tu vois, qui a managé une personne de son équipe en donnant une décision émotionnelle. La personne, en fait, le CEO a accordé à quelqu'un de son équipe une augmentation arbitraire basée uniquement sur la relation qu'il a avec cet employé. Et en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Quelques mois après, le même employé revient et dit « Ouais, mais moi, comme je bosse bien, il faut que tu m'augmentes. » Et en fait, comme rien ne s'appuie sur du factuel, du concret, du mesurable, ben, la personne, de par les comportements que le CEO a eu envers elle, est dans un processus de se dire attends, vu qu'il m'aime bien, je vais aller lui demander plus. C'est normal en fait. Et comme on n'a pas de fait avéré qui fonctionne pour dire non, en fait, t'as pas le droit à cette augmentation parce que les résultats ou parce que, je sais pas, tu viens, tu demandes en fait 500 € d'augmentation. Ok, je te donne 500 €. Qu'est-ce que tu me donnes en échange pour avoir ces 500 €? Est-ce que tu vas m'apporter plus de ventes? Est-ce que tu vas faire plus de chiffre d'affaires? Etc., etc. Et souvent, c'est parce que soi-même, donc le CEO, lui-même a créé dans ses comportements et dans la relation qu'il a créée avec cet employé, il a créé une espèce de connivence émotionnelle qui dit à l'autre, dans ses états internes émotionnels, qui lui dit, il m'aime bien, comme il m'aime bien, vas-y, on tente, je vais demander une augmentation. Tu vois? De la même Et donc, manière que... c'est toujours processus interne, état interne et comportement externe. Et quand on a détecté tout ça, on va regarder quel genre de ressources faut aller chercher chez la personne, chez le CEO pour dire stop, ça plus jamais. Voilà. C'est la même chose que dans la peur du manque dont tu parlais tout à l'heure, de se dire, en fait, tu sais, on peut vouloir toujours plus d'argent au cas où pour être en sécurité, etc. Mais s'il n'y a pas de critères établis de à partir de tant, c'est bon. C'est une boucle infinie après. En fait, tu as peur de manquer, mais la peur du manque, elle disparaît à quel moment? À quel moment tu sauras que tu n'as plus besoin d'avoir peur, tu vois? Et donc là, tu vas venir clarifier le critère et reconnecter la personne à ses ressources ok, la dernière fois que tu as manqué, c'était quand? Comment ça s'est passé, par exemple, etc., quoi. C'est ça. Et la peur du manque, elle est en lien avec quoi? Souvent, là, je ne vais pas aller dans la psychologie trop profonde, mais souvent, c'est quelque chose qu'on a hérité de nos parents, le père ou la mère. On va regarder en fait, mon père, il a beaucoup galéré, donc il faisait attention les fins de mois, il faisait attention de ne pas être à découvert, machin, blablabla. Une narrative qui est vraiment dans la tête de la personne à cause de ça. Mais quand on regarde, c'est une personne qui est CEO. Un CEO, un jour, m'a dit, un multimillionnaire m'a dit, j'ai peur de tout perdre du jour au lendemain. Un multimillionnaire. Et une fois qu'on a fait le calcul, il s'est bien rendu compte que même s'il devait cramer tous ses millions, ça lui prendrait 1 an. Donc l'idée, c'est plus comment revenir à quelque chose de moins émotionnel pour réellement regarder la réalité comme elle est et de se dire, oui, en fait, il y a une extrapolation émotionnelle. Et ça, c'est ce qu'on appelle, tu sais, l'extrapolation, ça fait partie de ce qu'on appelle en PNL les métamodèles. Et ces métamodèles, en fait, c'est simplement aller décortiquer où est-ce qu'il y a une extrapolation, quelque chose qui est distordu de la réalité. Et c'est ce qu'on appelle les distorsions. L'idée, si tu veux, c'est que tous les jours, on a comme ça des extrapolations, des choses sur lesquelles on fait des projections complètement surréalistes et qui nous plongent dans un processus de croyance qui fait que derrière, en fait, la personne croit qu'elle peut tout perdre du jour au lendemain et la peur du manque s'installe. Mais si on regarde bien tout ça par le fond, on a ce qu'on appelle en PNL une intention positive derrière.
L'intention positive, quand la personne vous parle de peur du manque, c'est simplement qu'elle veut mettre en sécurité et à l'abri sa famille, sa femme, ses enfants, etc., quoi. Excellent. Donc en fin de compte, les clients, ils vont pas tout nous dire en tant que coach, simplement parce qu'ils ont une narrative qui filtre leur perception de la réalité. Et donc là, toi, ce que tu nous décris, c'est mettre le doigt sur cette narrative, peut-être la faire évoluer, la faire tomber, entre guillemets, selon le cas, et puis aller faire voir les ressources qu'a la personne pour régler son problème. Et finalement, la clarté va venir et là, elle va pouvoir être pleinement présente dans le coaching. Et surtout, en fait, une fois qu'on a reconnecté les ressources, ce qui est hyper important, c'est de faire ce qu'on appelle un pont vers le futur, c'est-à-dire à quel moment, en fait, maintenant qu'on a la clarté, maintenant qu'on a compris le schéma, etc., on a la ressource, on sait comment s'en servir, on va faire des exercices pour apprendre à s'en servir. Maintenant, où est-ce que j'aimerais l'utiliser dans le futur et que ça devienne un standard? C'est-à-dire que je ne revienne plus en arrière dans mes vieux schémas. Puisque le pont vers le futur, si tu veux, c'est de se dire, ok, maintenant que tu as compris que la peur du manque, c'était pour mettre en sécurité ta famille, c'est quand la prochaine fois que tu peux utiliser en fait toute cette confiance et cette sérénité, cette sécurité que tu as créée en toi. Et là, la personne va te dire, ah bah oui, demain en fait, j'ai un truc en tête, je vais aller faire ça et ça va me remettre dans le truc et ça va renforcer en fait le nouveau processus interne que je viens de me créer, qui est celui de la sécurité et qui me permet d'aller au-delà de la peur du manque. Génial. Là, c'était, je pense, condensé, compact. Avec ça, il y a déjà beaucoup de clés pour débloquer davantage ses clients, pour détecter ce qu'ils disent pas et puis pour dérouler tout le process. On espère que ça vous plaît, ces vidéos. Dites-nous les sujets que vous aimeriez qu'on traite sur cette chaîne. Et nous, on se dit à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo sur Parole de Coach.